La raison même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Non, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. La pensée consiste à simplifier ce qui est en face de nous et à utiliser ces simplifications. La meilleure manière pour avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. En fait, la pensée fonctionne non pas sur l'accumulation d'informations, mais c'est parce qu'il est possible d'oublier. Une mémoire infinie nous empêcherait de penser. Si je retiens 2 mots de tout, c'est lâcher prise. Tout est là. La capacité, le désir, la volonté, la compréhension de l'importance du lâcher prise. Voilà, c'est là que tout se joue. Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a 2 certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Let's go, Trench Tech. Bienvenue à toi. À toi, à vous, à nous, bref, bienvenue dans Trench Tech. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Cyril Chaudot pour vous accueillir, accompagné de mon binôme de choc et de charme, Mick Lévy. Salut Cyril, mais t'es d'humeur flatteuse aujourd'hui. Ah, écoute, pas de panique, Mick, c'est tout le thème de notre épisode, le choc et le charme. Comme dans ce passage de l'excellent Will Hunting où Matt Damon recale, on peut le dire, le blaireau qui prenait de haut son pote Ben Affleck. Primo, t'es pas fait pour penser. Ça pique, mais c'est ça justement le charme de penser, savoir encaisser les chocs. Attends, non mais là je comprends déjà plus rien. Ça fait à peine 1 minute que le podcast est lancé, je te suis plus. C'est quoi le rapport ? Le charme du choc de penser, ça va ? Mais on ne peut mieux, l'ami. Mais oui, car penser par soi-même, c'est moins confortable que le prêt-à-penser, pas vrai ? Bon, demande à Hanouna par exemple. Mais bref, penser, c'est se mettre en danger, un petit peu pour nous, mais beaucoup ailleurs ou autrefois. Demande aux intellectuels de certains pays aujourd'hui ou à Copernic hier par exemple. Ah oui, ok, je comprends mieux. Et ça a du charme. Mais mieux, c'est chic, Mick. Et oui, parce que continuer de penser par nous-mêmes, aujourd'hui, c'est presque une forme d'élégance, tu vois, presque un acte de résistance. Et là, je ne te parle pas des émissions de C8, qui a quitté le PAF. Un pouf. Je te parle bien de tech, de plus de 50 ans de digitalisation de notre société dans ses moindres usages, ses moindres objets et in fine de son influence sur notre façon de penser. Cogito ergo sum et le « je pense donc je suis » de Descartes prend un sacré coup de vieux à l'heure de l'IA. Penserons-nous encore demain ? Oui ? Non ? J'espère que oui quand même. Sinon, alors, serons-nous encore ? Je ne pense plus, donc que suis-je devenu ? Bon, là, voilà. Oh. Vous l'avez compris, pour ça, on a besoin de notre invité Luc de Brabander, qui est mathématicien, philosophe et grand spécialiste de la créativité et de l'innovation. Il est parmi nous pour questionner ensemble aujourd'hui en quoi le digital rebat les cartes de notre manière de penser. D'abord, nous allons voir comment 50 ans de digital a influencé nos modes de pensée. Et puis, nous poserons la question qui fâche. Demain, continuerons-nous de penser ? Bonjour Luc. Bonjour. Nous allons faire plus ample connaissance avec toi dans un instant. Je précise juste à ce stade que tu es un auteur prolifique et que dans ta riche bibliographie, tu as notamment publié tout récemment The Art of Thinking in a Digital World en 2024. Donc tu me confirmes qu'on ne s'est pas trompé de client pour cet épisode. Je revendique aucun monopole, donc je crois que plus on a des regards, mieux c'est. Donc, ça on partage totalement cette philosophie. Monopole ça, c'est sûr. ou pas, on est ravis de t'avoir, Luc. Moi aussi. Une dernière précision, les amis, avant de se lancer. Dans moins de 20 minutes à présent, vous aurez le plaisir, que dis-je, l'immense bonheur de retrouver Gérald Olubowicz qui nous revient avec un nouveau On refait la tech. Mais n'oubliez pas, restez bien jusqu'au bout car à la fin de cet épisode, nous débrieferons juste entre vous et nous qui nous écoutez, Mick et moi-même, des grandes idées de cet épisode, un bon moyen de nourrir votre esprit critique pour une tech plus éthique. Vous êtes bien en Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Bon Luc, je pense qu'on mesure tous à quel point le digital a changé nos vies. On mesure tous à quel point le digital
transforme parfois même notre manière de voir le monde, notre manière de penser. Et avec toi, pour démarrer, on aimerait bien un peu prendre du recul sur ces 20 dernières années de numérique et plus largement sur les 50 dernières années de l'introduction de l'informatique dans nos vies. Alors spontanément, comme ça, pour se lancer, qu'est-ce que tu dirais? Comment le numérique, l'informatique a altéré, a transformé notre façon de penser depuis 50 ans? Ma première réaction, c'est l'accélération. C'est quelque chose qui me laisse sans voix. Donc, Ah oui. moi, j'ai fait Polytechnique il y a 54 ans en Belgique et j'avais pris l'option informatique et j'étais diplômé d'informatique sans ordinateur parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait un, mais il y avait trop de monde et donc Oui, et puis prenez beaucoup de place pour être porté dans la poche de ton oui, jean. effectivement. Et donc, j'ai eu la chance extraordinaire d'étudier l'informatique par les concepts. Et j'avais un cours sur les algorithmes, j'avais des tas de cours sur la convergence, etc. Et des très, très bons professeurs. Et dès le premier jour, j'ai été forcé de penser beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, on peut se mettre à programmer immédiatement. Et donc, je vois en 50 ans, il y a eu un certain nombre de grandes étapes. Par exemple, moi, j'ai eu 3 vies, en fait. Ma première vie, c'était en termes d'ingénieur. J'étais dans une banque et j'étais banquier. Je terminais patron de la bourse à Bruxelles. Mais c'est une vie remplie de chiffres, de rigueur, bon. Pour le coup, oui. Puis j'ai une deuxième vie. J'ai basculé dans la pensée créativité. En fait, j'ai transformé ma passion en métier. C'est ça que j'ai fait. J'ai toujours eu cette passion et j'en ai fait un métier à 40 ans. Et D'accord. pendant une vingtaine d'années, j'étais vraiment consultant en créativité. Et puis avec l'âge et aussi avec le temps. Et puis, je suis retourné à l'université. J'ai fait des études de philosophie. Et je suis un peu dans ma troisième vie, qui est celui du philosophe d'entreprise. Je suis au BCG. Et donc, mais je crois qu'il y a quand même une espèce de continuité. Enfin, je l'observe. C'est Kierkegaard qui dit « On comprend sa vie quand on regarde derrière ». Le problème, c'est qu'il faut la vivre en regardant devant. Et je vis ça très fort. Je comprends très, très bien ce qui m'est arrivé. Mais par exemple, quand j'ai commencé à programmer, je me souviens très, très bien, donc il y a 50 ans, on savait exactement ce que faisait la machine. On pouvait la suivre à la trace. Et on comprenait parfaitement. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus possible. Et il y a une série comme ça de ruptures qui se sont produites. Mais la plus incroyable, c'est il y a 2 ans avec ChatGPT. C'est sûr. C'est l'irruption de l'IA. Et là, pour le coup, on ne peut plus suivre. C'est dans les caractéristiques même de l'IA qu'on appelle non déterministe. Mais c'est vrai que si on se pose 2 minutes sur ce que tu dis, c'est complètement dingue. Et je crois qu'on ne le réalise jamais assez au quotidien. L'accélération qu'on a eue. Il y a 50 ans, les ordinateurs n'étaient nulle part. Mon père, lui-même, était ingénieur informatique sur des gros systèmes. Oui. Je suis ingénieur informaticien. Exactement. mais il m'avait amené à 10 ans à son boulot. C'était des armoires. C'était un truc qu'on ne se rend pas compte. Et en 50 ans, l'informatique est venue partout. Même le téléphone passe par un réseau informatique, la télé aussi, etc. Et ça accélère très fortement, effectivement, encore avec J'ai écrit mon premier livre. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, les infoducs. Les infoducs. Voilà. Je l'ai écrit il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Et je me disais qu'avec la digitalisation, tout ça allait converger dans un seul réseau. C'était Internet avant l'heure. Et je dirais, j'ai relu ce matin une page qui est ici. J'espère que vous savez le voir. Ouais, on la voit. Ouais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les défauts de l'intelligence artificielle. Les débuts. Oui. Ah, mais t'étais tellement je te voyais tellement visionnaire que tu avais déjà anticipé les défauts, tu vois, de l'intelligence artificielle, mais c'était les débuts. Donc, l'intelligence. Et ça date de quelle année, ça? Du coup, tu dis il y a 40 ans. J'ai publié ceci en 85. Et il y a 40 ans, on parlait déjà d'intelligence artificielle. Mais la rupture, elle est où? Elle est pendant 40 ans, les gens qui travaillent l'intelligence artificielle partaient d'une hypothèse que la pensée avait ses règles, que le langage avait ses règles, et quand on les aura bien toutes comprises, on mettra dans la machine toutes les règles, et la machine pourra penser et pourra parler. Exactement. Cette hypothèse a été abandonnée il y a 3-4 ans. Et ça, c'est le plus gros choc. On ne cherche plus les règles. On a remplacé de certaine manière la logique un peu platonicienne par la statistique. En fait, c'est le retour d'Aristote, l'empirisme. Et ça, je le vois bien, peut-être avec toutes ces années derrière moi. Mais le choc, il est incroyable. Alors justement, pourquoi on dit chocolat et choléra? Pourquoi on ne dit pas cocola et choléra? Bon, en fait,
on peut éventuellement chercher les règles, mais on perd son temps. Maintenant, on ne se pose plus la question. Et donc, il y a 2 ans, il s'est passé pour moi une explosion nucléaire, hein, vu de mon point de vue. Mais Ouais. alors précisément, Luc, c'est intéressant parce que ce que tu viens de nous dire, c'est que on a cherché pendant un temps avec l'intelligence artificielle à modéliser Oui, la pensée. parce qu'on croyait que c'était possible. Parce qu'on croyait que c'était possible. Alors déjà, est-ce que avant même le raisonnement des techniciens, disons, aux prémices de l'intelligence artificielle, pensant qu'il était possible de modéliser la pensée, est-ce que ça n'a pas déjà été imaginé par le passé? Est-ce que des philosophes ont imaginé un jour pouvoir modéliser la pensée? Ah, le premier algorithme, c'est Aristote, c'est le syllogisme. Hein, donc A et B, B et C, donc A et C. Donc Aristote a essayé de modéliser la pensée. Bien sûr, il a pris des hypothèses de travail qui n'ont pas tenu la route, mais entre-temps, il disait toute pensée peut se mettre sous la forme A et B, et que donc si je peux aligner des propositions et regarder la validité du raisonnement, la machine pensera. Donc le premier algorithme, ça c'est lui, sans la moindre... Et d'ailleurs, il y a des syllogismes très, très rigolos, mais donc dit autrement, ça veut dire que cette volonté de pouvoir modéliser tout phénomène, tout comportement, il est très ancien, et que par l'objet technique, finalement, on ne fait que prolonger quelque chose qui est presque consubstantiel de l'homme, qui est de vouloir modéliser les choses pour pouvoir les automatiser. Qu'est-ce que ça dit, toi qui es philosophe, qu'est-ce que ça dit finalement de notre humanité, de vouloir tout automatiser et de penser pouvoir tout modéliser, et peut-être commettre l'erreur de se rendre compte que finalement tout n'est pas modélisable, et on va en venir à la pensée justement. Oui, disons, je crois, l'outil, c'est aussi le propre de l'homme. La raison même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Non, personne ne va Oui. faire des lunettes pour voir moins bien, quoi. Donc, on veut amplifier les choses. Simplement, on a un petit peu perdu le contrôle ici. Et je dirais, moi, j'étais très frappé de Oppenheimer, le film. Oui. Oui. Bon. Et en fait, si on prend un peu de distance, le film Oppenheimer, qu'est-ce que c'est? Pendant 2 heures, il y a des gens qui parlent. Et puis, il y a une bombe qui explose. Ah, donc, il y a des militaires, des politiques. Ça. Et puis, après 2 heures, la bombe explose. Si un jour, on fait un film sur ChatGPT, en fait, dès la première minute, la bombe explose. Et puis, pendant 2 heures, on voit des gens qui disent « Mais tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'où? Qu'est-ce que tu crois que c'est ?» etc. Et donc, ce sont 2 outils, l'atome et ChatGPT, mais l'appréhension des outils est complètement différente. On voit dans le film Oppenheimer de voir des gens qui se posent des questions, et finalement, ils décident. Ici, je dirais, l'explosion a eu lieu avant même qu'on savait qu'il y avait quelque chose en cours, quoi. Donc, Oui, mais il c'est la décide, relation oui et non, parce qu'il décide en étant quand même poussé par beaucoup, si on conduit le parallèle, par beaucoup de facteurs extérieurs. Il y avait notamment, on était en pleine guerre mondiale. Oui. Il y avait la course à la découverte de l'arme nucléaire avec les Russes qui étaient juste derrière. Et c'est ça, cette surenchère des Russes, des Américains, qui font que finalement, c'est les Américains qui l'ont fait en premier. Mais on voit bien, si on continue le parallèle du film, qu'ils étaient obligés, poussés au cul de le faire, parce que sinon, ça amenait un risque encore plus grand. Et là, c'est pareil, c'est une course à l'innovation qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un le sort et ils sont les premiers à le sortir. mais C'est pas un peu pareil quand même? Course à l'innovation d'ailleurs qui est quand même beaucoup, disons, drivé par des intérêts géopolitiques Voilà. qui sont Tu as extrêmement raison forts. de le C'est rappeler. pareil, du coup. Et financiers et commerciaux aussi. Oui, mais Qui n'est pas forcément beaucoup mieux, mais... financiers et commerciaux, mais avec quand même derrière une sous-couche géopolitique qu'on oublie un peu trop souvent. Clairement. Mais c'est une relation au pouvoir. Donc, là, dans Oppenheimer, on voit des hommes publics, des ministres qui réfléchissent et décident quelque chose. Ici, on voit les hommes et les ministres après. Oui, On dit, c'est mais ça. qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un peu... Bon, Ah oui. Oui, c'est que ça échappe un peu, aux États. Ouais. Si on reste sur ces parallèles, parce que c'est vraiment intéressant, est-ce que finalement, le fait que ça fasse bouger notre manière de penser, parce que c'est ça le sujet de notre épisode clé, c'est vraiment propre au digital? Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de Platon que nous avait donnée une de nos invitées, qui était Anne d'Alembert, qui, lui, avait peur de l'écriture. Il a vécu la généralisation de l'écriture et il disait avec l'écriture, ça va beaucoup altérer notre mémoire, donc notre façon de penser, on va y perdre notre humanité et en plus, l'écriture est absolument pas intéressante parce qu'on ne peut pas échanger avec l'écrit, un peu comme avec une IA finalement. Donc, c'est pas la première fois qu'on se fait bousculer dans nos manières de penser.
Disons, le débat oral-écrit date effectivement de Platon, avec les avantages et les inconvénients des deux. Mm. Et on remarque aujourd'hui presque une inversion, parce que quand je vois, je dirais, un texto, c'est de l'écrit. En fait, c'est du langage, c'est de l'oral. Par contre, Mhm. quand, je sais pas, quand Sarkozy dit «casse-toi pauvre con» là, au salon de l'agriculture, Ouais. c'est de l'oral, mais c'est gravé dans le marbre comme de l'écrit. Donc, il y a là une espèce d'inversion qui est due au digital. Oui, Donc, les questions restent les mêmes, mais les réponses sont quand même fort différentes. mais c'est pas la première fois qu'on fait qu'une technique, au sens large, fait bouger notre manière de penser, du coup, quand même. Tu Euh, penses que là, c'est plus fort? Ah oui, Nietzsche aussi était impressionné par sa machine à écrire, mais je crois que c'est beaucoup plus fort et à différents niveaux. Hmm. Il y a la forme et le fond. Sur la forme, par exemple, moi j'écris depuis presque 45 ans, et donc les premiers livres que j'ai écrits, j'écrivais à la main et je tapais à la machine. Ouais. Aujourd'hui, j'écris mes livres sur cette machine-ci, eh bien je vois bien que le résultat final est fort différent, parce que il y a 40 ans, je me censurais moi-même. Je disais, j'avais peur de perdre du temps. Maintenant, j'écris n'importe quoi, tellement c'est facile de corriger. Eh bien, Hmm. ça, c'est assez technique, mais ça change l'écriture. Et donc, Ah oui, je crois que ça change la pensée. Ça, oui. bien sûr, la manière dont ton flot de pensée arrive à l'écrit. Alors revenons-en, si tu veux bien, à ce triptyque qu'on retrouve, notamment que tu expliques. Alors au-delà du livre que j'ai cité tout à l'heure et qui est paru en 2024, je vous conseille également celui-ci, hein, et donc qui fait partie d'une collection des petites philosophies. Et donc là, c'est les petites philosophies des algorithmes sournois. Et dedans, tu évoques déjà ce triptyque de pensée logique, pensée créative et pensée critique qui finalement émaille, tu nous l'as dit, ta vie. Oui. Euh, Comment ces trois types de pensée, si on peut les qualifier comme ça, s'articulent-elles? Et est-ce que le digital a créé des ponts entre ces différentes pensées, logiques, créatives et critiques? Ou au contraire, est-ce que le digital a contribué à les segmenter, à les siloter? Ah, je crois qu'il faut commencer par une petite marche arrière. Qu'est-ce qui est commun aux trois formes de pensée? Et dans le livre dont tu parles, je commence par me poser la question, c'est quoi penser, avant de décliner 3 fois? Et donc, pour moi, j'ai toujours ces souvenirs de ce philosophe qui était interviewé, et le journaliste lui demandait: «Qu'est-ce que vous pensez des ingénieurs?» Et il a répondu: «Excusez-moi, je ne les connais pas tous». Ça m'a vraiment marqué, parce que en fait, la pensée fonctionne non pas sur l'accumulation d'informations, mais c'est parce qu'il est possible d'oublier. C'est une mémoire infinie nous empêcherait de penser. Et donc, le premier moment, si je te demande ce que tu penses de Microsoft, du Venezuela ou de Nestlé, peu importe, euh, tu vas répondre sur base de quoi? Pas grand-chose. Quelques petites simplifications que tu as stockées ici. Et donc, moi, j'habite près d'où Magritte est née, Ceci n'est pas une pipe, et qui m'a inspiré ce dernier livre, parce que ici, ce que nous avons dans la tête, ce ne sont que des simplifications de tout. Alors, elles ont Ouais. beaucoup de noms différents. Ça peut être un stéréotype, une idée, un scénario, peu Un importe, un biais. modèle. Mais ce sont toutes des simplifications. Et ça, c'est la règle de base de la pensée. En fait, moi, j'aime la métaphore du jeu. Pour moi, penser, c'est jouer. Et avant d'essayer de bien jouer, je crois qu'il est très utile de se rappeler les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est Magritte. On n'a jamais en nous ce qui est en face de nous. Et Donc donc, attends, pardon, pour être sûr de bien comprendre, tu es en train de nous dire que pour bien penser, il faut suivre des règles, c'est ça? Oui, il y a des règles. Il y a des règles, il y en a beaucoup. Et par exemple, je dirais, la règle numéro 1 pour moi, ce que nous avons en tête, ce sont que des simplifications de tout. De tout. Ok, ouais. Un père ou une mère de famille, quand il dit « je pense à mes enfants », c'est vrai. Mais prenons, je sais pas moi, le rédacteur en chef du Monde, qui dit à quelqu'un « je pense à mes lecteurs », en fait, c'est pas vrai. Il les connaît pas. Il en connaît 1000 ou 2000. Il en a des millions. Et donc, comment fait-il? Il réussit à penser à ses lecteurs en créant des abstractions qui sont des concepts, qui sont des catégories, qui sont des personnages, l'étudiant, le retraité, je sais pas moi, etc., etc. Et donc, pour penser, dans les 3 types, il y a un passage obligé, c'est la simplification, la caricature. simplifier. Et on ne fonctionne que comme ça. Et Bien donc, sûr. la pensée, moi, je la définis de manière assez simple.
La pensée consiste à simplifier ce qui est en face de nous et à utiliser ces simplifications. Donc, Alors- c'est vraiment deux temps. D'accord. Alors là, du coup, je suis un petit peu perplexe parce que, d'une part, ça m'évoque deux choses. La première, c'est que tu parles de penser à ses lecteurs. Si on file le même exemple, mais sur un concept, admettons le numérique ou l'IA, Oui. il y a penser à l'IA, penser à ce que l'IA peut faire sur mon travail, etc. Et il y a penser l'IA. Et déjà, on voit bien que ce sont deux choses différentes. Et je te livre tout de go, la deuxième réflexion que ça m'évoque, c'est que dans le livre que j'ai montré tout à l'heure à l'écran, celui-ci, tu nous dis quelque chose, alors j'ai plus les mots exacts, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que tu nous invites à être infidèles d'une certaine manière. Tu nous dis qu'il faut une forme de lâcher-prise par oui. rapport aux règles, et en disant être rationnel n'est pas rationnel, parce que personne ne peut être Être 100% rationnel. 100% rationnel. Être 100% rationnel n'est pas rationnel. Oui. Donc du coup, cette notion de règle, Oui. j'ai un peu de mal à voir s'il faut s'y conformer ou au contraire s'en détacher. Mais je dirais, prenons un exemple simple. Une règle, c'est la meilleure manière pour avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est une règle. C'est une règle. Donc, imaginons que tu as écrit un roman, 300 pages, tu es très content et tu cherches le meilleur titre. Bon, parce que c'est utile. Il n'y a pas un algorithme qui va te le donner. Mais si tu ChatGPT mets peut les pas le faire, 300 ça, pages dans ChatGPT ou équivalent, Hmm. il y aura tellement de propositions que plus que probablement, tu vas pouvoir dire tiens, ça, j'avais pas pensé. Mais le choix d'un titre, si tu parlais tout à l'heure du plaisir des idées ou de la pensée, le choix d'un titre ne vient pas d'un moment raisonnable, c'est un lâcher-prise. Et donc, le lâcher-prise, c'est un peu la clé de tout. On ne peut pas, si tu veux partir en vacances, tu ne peux pas demander à la machine quel est le meilleur projet de vacances. Elle va te donner beaucoup, et puis tu dis finalement, je vais aller là. Mais c'est justement le lâcher-prise qui fait l'être humain et la différence avec la machine. Si on revient sur l'histoire un petit peu, et si on reprend un peu de recul sur tout ce qu'a apporté le numérique en 50 ans, surtout ces 20 dernières années finalement, est-ce que tu dirais que si on fait le bilan du match, le numérique a rendu notre esprit plus agile ou plus superficiel? Ou peut-être y mettrais-tu encore un autre qualificatif? Mais je dirais ni l'un ni l'autre. C'est nous qui avons évolué d'une manière plus superficielle ou plus fondamentale. Je crois que, moi, j'aime pas l'expression qui dit un outil n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on a fait. Je crois qu'un outil, comme celui-là certainement, est bon et mauvais. En même temps, l'outil, moi j'ai des petites filles de 12 ans, eh bien, le téléphone qu'elles ont en main, c'est bon et mauvais. Donc, en même temps. Et donc, la question, elle est là, en fait. Comment je prends en même temps? C'est pas un outil qui te rend comme ceci ou comme cela. C'est toi qui décides de prendre un outil et dis tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et l'expression numériser ou digitaliser, je suis assez contre. On ne digitalise pas la santé, on ne digitalise pas la justice. On doit se poser la question, qu'est-ce que c'est la justice dans un monde digital ou la santé dans un monde digital? C'est reprendre le volant, en fait, oui, on ne peut pas. Il faut reprendre le volant, c'est tout. Tu vas peut-être pas aimer ma question, mais je me la permets quand même de façon très directe et je te demande de répondre peut-être même juste en un mot. Si on fait le bilan du match du numérique, c'est positif ou négatif pour l'humanité? Positif. Positif. Waouh, je ne m'attendais pas à une réponse oui, c'est comme celle-là, positif, génial. mais je dirais il y a des problèmes dont on ne parle pas assez. La consommation d'énergie, par exemple. Ouais. On va dans le mur. Nous, on en parle régulièrement sur French Tech. Moi, il y a 40 ans, j'avais lu un livre qui est de Marvin Minsky, qui était sur la relation des enfants et de l'écran, il y a 40 ans. Et il avait terminé son livre en disant, finalement, la question est de savoir qui programme qui. Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait faire des choses à l'ordinateur, ou bien c'est l'ordinateur qui passe des messages, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris? Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Est-ce que nous programmons Internet ou est-ce qu'Internet nous programme? Ou l'IA, etc. Et je dirais, à ça, il ne faut pas réfléchir 30 secondes. On doit poser une et une seule réponse. Nous utilisons Internet. Il ne faut pas être utilisé. Bien sûr. Et ça me renvoie à cette toute dernière question pour conclure cette séquence. C'est, tu nous dis, dans ton bouquin toujours, calculer ou penser. D'accord? On fait l'un ou on fait l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui,
on pense encore, ou est-ce que notre pensée est devenue calculatoire parce qu'elle est totalement infusée par l'informatique justement et les algorithmes? Je dirais, j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout. Pour moi, la pensée ne peut pas être calculée. C'est parce que c'est le lâcher prise de tout à l'heure, hein. C'est toute la différence entre croire A et croire que, hein. Le croire A, c'est aligner des arguments. Pardon, croire que, c'est aligner des arguments et arriver à une conclusion. Croire A, c'est adhérer sans réfléchir, quoi. On est là. Et sur le fond des choses, le digital est en danger de nous amener dans une zone où on croit A beaucoup plus qu'on croit que. Ça, on le voit bien avec nos amis actuellement qui font le buzz. Justement, on se pose la question du croire A ou croire que, mais on connaît, nous, quelqu'un, Gérald Olubowicz, qu'est-ce que c'est dur à dire. On va lui proposer de changer de patronyme. Qui, lui, se pose la question, est-ce qu'il faut dire or not tout dire? On refait la tech. Alors que ce soit sur les réseaux ou dans la vie, il nous arrive de débattre de la liberté d'expression et parfois on se retrouve coincé devant l'argument massu du tonton énervé, le truc imparable, le point Godwin des débats de fin de repas trop arrosés qui nous lance « Censure ! De toute façon, on ne peut plus rien dire !» Même J.D. Vance, le vice-président américain fraîchement élu, se permet la remarque en janvier dernier face à un parterre d'élus européens. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire sur les réseaux, Gérald ? Alors clairement, il y a deux visions qui s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, l'approche américaine, portée entre autres par Trump, Vance, Musk, Zuckerberg, qui érige la liberté d'expression en valeur absolue et sacrée au nom du premier amendement de la Constitution. Et puis de l'autre, l'approche européenne qui l'encadre dans un système de droits et de devoirs. Ces deux points de vue traduisent une véritable fracture dans la compréhension même de la liberté d'expression. Mais alors, cette liberté d'expression à l'américaine, c'est quoi exactement ? Un droit absolu ? Alors aux États-Unis, le premier amendement, c'est un peu le totem d'immunité qui permet de dire absolument tout, sans limite ni conséquence. Quand il rachète Twitter, Musk annonce qu'il veut en faire une place publique numérique où toutes les paroles seraient permises au nom d'une liberté absolue. Quand Zuckerberg annonce mettre fin à la modération, il se planque aussi derrière le fameux freedom of speech. C'est la même tactique qui permettait à Alex Jones, le conspirationniste en chef jugé pour propos diffamatoires à l'encontre des victimes de la tuerie de Sandy Hook, de se présenter au tribunal avec un scotch sur la bouche marqué d'un « sauver le premier amendement ». Une perte totale de compréhension politique de ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Parce que oui, la liberté d'expression n'existe pas dans le vide. Elle s'inscrit nécessairement dans un cadre social avec des rapports de force, des vulnérabilités différentes, des conséquences concrètes. Réduire la liberté d'expression à un simple droit individuel, sans considération pour ses effets collectifs, c'est la vider de sa substance politique. C'est ce que la théoricienne politique Margaret Canavan a identifié comme la tension entre le visage pragmatique de la démocratie, ses institutions, ses règles, et son visage rédempteur, sa promesse d'émancipation et de pouvoir populaire. Quand Trump dénonce la cancel culture tout en attaquant personnellement ses opposants, quand Musk et Zuckerberg crient à la censure tout en licenciant des modérateurs, ils ne défendent pas vraiment la liberté d'expression. Ils défendent une certaine forme de pouvoir qui s'exerce par la parole sans contrainte ni responsabilité. De notre côté de l'Atlantique, on voit les choses différemment en Europe, non ? Alors en Europe, la liberté d'expression est un droit fondamental non absolu qui s'équilibre avec d'autres droits essentiels. La dignité humaine, la protection contre les discriminations et le droit à la vie privée. C'est une question politique qui concerne le vivre ensemble. Quand les lois encadrent les discours haineux ou les appels à la violence, elles ne censurent pas. Elles reconnaissent que certaines paroles peuvent blesser ou mettre en danger certains groupes. Un espace sans règles devient antidémocratique et permet uniquement aux plus puissants de s'exprimer tout en laissant le harcèlement réduire au silence les voix minoritaires et la désinformation submerger les débats constructifs. Donc, caricaturer la liberté d'expression en Europe pour la transformer en censure bête et méchante, c'est vider de sens une vision politique du débat démocratique pour mieux en imposer une autre. Quand Trump ou Musk présentent leur vision de la liberté d'expression, celle du premier amendement, comme la seule possible, ils pratiquent une forme de dépolitisation discursive. Ils ferment le débat en affirmant, comme Thatcher en son temps, qu'il n'y a pas d'alternative.
Or, la liberté d'expression, c'est pas un concept technique. Elle pose des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une société juste? Comment concilier liberté individuelle et bien commun? Quel est le rôle du droit dans la régulation des rapports sociaux? Les médias sociaux, qui sont des espaces publics privatisés, imposent des règles qui ne sont pas issues du débat démocratique, mais des ambitions économiques et idéologiques de leurs riches propriétaires. Quand Musk décide unilatéralement des règles de modération de X, est-ce qu'il exerce un pouvoir légitime? Quand Trump crée son propre réseau social aux règles opaques tout en défendant la liberté, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction majeure? Ouais, bon. Alors, comment on sort de cette impasse, GG? Comment on retrouve une vision plus politique et plus équilibrée de la liberté d'expression? Eh bien, le débat sur la liberté d'expression, il est souvent alimenté par des populistes qui instrumentalisent le fameux bon sens du peuple, incarné notamment sur les réseaux par les notes de la communauté sur X ou sur Facebook, contre les élites corrompues, c'est-à-dire les informations, les données scientifiques ou les engagements politiques. La vraie bataille n'est pas entre la liberté et la censure, mais entre une conception individualiste désincarnée et politisée de la liberté d'expression et une conception sociale, contextuelle et proprement politique. Elle est entre une stratégie de dépolitisation qui présente certaines positions comme des nécessités techniques indiscutables et une repolitisation qui reconnaît le caractère contingent et donc non négociable des choix collectifs. Entre une liberté privilège des plus puissants et une liberté émancipation accessible à tous, eh bien, c'est à nous de choisir. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bien, merci Gérald, ça fait vraiment plaisir de te retrouver et je vous invite toutes et tous aussi à aller consulter son média Sint. Je te voyais opiner du chef pas mal, Luc. Ouais. Est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Je rebondir sur le bon sens. Parce que, bon, comme je prends beaucoup de distance, en fait, c'est assez incroyable. Le bon sens, le premier qui en a parlé, c'est Descartes. La première phrase du discours de la méthode, le bon sens est la chose la plus répartie du monde, ou je ne sais plus très très bien quoi. Mais c'est extrêmement violent parce que Descartes s'oppose comme ça à une tradition de 2000 ans qui vient de Platon, qui disait il y a des gens qui savent et il y en a qui ne savent pas. Alors, les ignorants et ceux qui... Et donc Descartes dit non, on a tous le droit de savoir. Donc c'est une révolution. Et par exemple, Montesquieu, il va jusqu'à dire que c'est l'idée même du bon sens qui a permis l'idée du suffrage universel et des élections où tout le monde peut voter. Montesquieu va jusqu'à dire que le bon sens, compris comme il y a 300 ans, a conduit à la démocratie. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que le même bon sens démolit ou sape la démocratie. Il y a quelque chose de démocratie. Il y a quelque chose qui s'inverse complètement parce que on peut comprendre le bon sens comme une aptitude individuelle à penser ou une aptitude collective à ne pas penser. À ne pas penser, exactement. Et c'est vraiment... Marine Le Pen se revendique, elle dit toujours « j'incarne le bon sens ». Trump aussi, pratiquement tout ce qu'il fait, il dit c'est le bon sens. Principe du populisme. Peu importe la taille, il dit « common sense ». Et donc, le bon sens aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec... C'est un poison. C'est un poison parce que le bon sens, ce n'est pas penser. Ce sont des injonctions, c'est croire à, et voilà, c'est croire qu'on peut gérer un pays comme on gère un potager. Exactement. Et on pourrait penser d'ailleurs que le digital ayant permis de casser les barrières entre les sachants et les non-sachants, c'est Michel Serres que tu as bien connu qui le disait notamment avec quand il rentrait dans l'amphi à Stanford, cette présomption presque d'incompétence avec le digital et Petite Poussette puisqu'ils étaient tous en capacité d'aller chercher des connaissances. On pourrait penser du coup que le digital a favorisé aussi ce remplacement des connaissances et des sachants sur les non-sachants par une espèce de bon sens un peu mou, un peu vaseux parfois. Alors on a barboté, je dirais, dans la première séquence, dans à peu près 50 ans d'évolution de notre pensée sous influence digitale précisément. Et maintenant, l'IA. Et demain alors, à déléguer notre pensée à la machine, que signifiera encore penser à l'avenir? Entre imitation de notre pensée humaine et prolifération d'erreurs, de désinformations et de connaissances synthétiques d'ailleurs, nous appartient-il encore de penser notre avenir, ou sommes-nous plutôt tentés de le confier à une sorte de léviathan moderne fait de métaux et de terres rares que l'on fantasme d'ailleurs omnipotent?
Penser, selon moi, c'est en avoir d'abord les capacités, les moyens et l'envie surtout. Alors, on va explorer les trois dans cette deuxième séquence et on va commencer évidemment par les capacités. Nous avons pensé des machines auxquelles déléguer nos différents modes de pensée logique, on l'a dit tout à l'heure, créative d'une certaine manière quand on imagine que la Gen AI, c'est ça, c'est de la création. Et en étant un peu provoque, d'aucuns pourraient aussi dire qu'on a délégué notre pensée critique, avec l'agentique qui débarque, son autonomie décisionnelle. Alors qu'est-ce que ça dit, Luc, de notre déjà faible capacité à penser par nous-mêmes, et qu'est-ce que ça dit plus encore de nos capacités futures, une fois que nous aurons peut-être oublié comment penser par nous-mêmes? C'est à nous de répondre à la question. On a les cartes dans les mains. On va décider maintenant vers où on va. On peut, je dirais, continuer à s'assoupir et donc penser de moins en moins. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer. Ou bien on peut dire non. On va nous programmer ce qui se passe. Et c'est un choix ça me paraît assez flagrant. Pourquoi? Je dirais, le digital, moi, c'est surtout qui est en contrôle du digital. Le Léviathan dont tu parles, aujourd'hui, il est dans les mains de personnes en qui je n'ai pas confiance. Donc, moi non plus, je te confirme. Donc du coup, voilà. qui prend cette décision de éveiller, ils dorment, disait Héraclite. Donc là, on est clairement en train de roupiller. Comment on fait pour arrêter de dormir et comment on se réveille? Qui va prendre les choses en main? C'est le citoyen, c'est le politique, c'est qui? Tout le monde, on doit tous le faire. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Ce journaliste qui a sur Facebook pendant 48 heures tout liké, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il raconte comment petit à petit son fil a évolué. Il a reçu des messages d'amis qui demandent mais qu'est-ce qui se passe, puis des messages de haine et tout. Et donc, je crois que c'est possible pour nous tous de comprendre mieux la machine digitale. Et donc, qui est derrière la manière dont on est enfermé dans des bulles, je dirais l'étonnement qui est le départ de la pensée. L'étonnement, je crois qu'il faut le retrouver. Pourquoi deux personnes qui en même temps tapent la même chose sur un ordi n'ont pas la même réponse? Et enfin, on a sous la main de quoi penser beaucoup plus. Oui. C'est à nous de le faire. Moi, je connais plein de gens formidables. Je fais beaucoup dans l'enseignement. On voit bien toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, mais qui programme qui? C'est nous qui programmons ce qui se passe. Et effectivement, il y a un risque. Alan Turing, quand il a fait son test. Le fameux test de Turing. Oui, Turing. Et le film s'appelle The Imitation Game. Oui. Le test de Turing, c'est selon Turing, la machine est intelligente si elle imite parfaitement l'être humain derrière on y est, on y est. L'imitation est parfaite. Et c'est sûr que là-dessus, le test de Turing est passé depuis 2 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est juste intéressant, puisque tu le dis, je me permets juste une petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui penseraient encore que l'intelligence artificielle est intelligente. Turing n'a jamais parlé d'intelligence artificielle, il parlait précisément d'imitation game. D'un jeu. Ce que font véritablement, c'est la vocation des algorithmes et de tout outil, quelque part, c'est d'imiter la pratique humaine, que ce soit par le passé enlevé à la peine musculaire, aujourd'hui à la peine cognitive. Et c'est juste à Dartmouth que quelqu'un, pour faire le buzz, a parlé d'intelligence artificielle. Donc, je referme la parenthèse, mais en termes de culture G, pour tout le monde, ça me semble pas mal. Il a bien réussi celui-là. C'est un influenceur de... Moi, je voudrais pas qu'on se trompe de débat et je veux qu'on est parti... Les capacités, les moyens et l'envie de penser. Mais avant, on est parti d'une hypothèse qui me semble hyper forte et que je veux qu'on secoue un petit peu quand même. On est parti de l'hypothèse qu'on était en train de perdre notre capacité à penser et que bientôt on pourrait ne plus penser. Alors au sens fort du terme, évidemment, notre esprit continuera toujours de créer des connexions. C'est pas une hypothèse, c'est la question qui est posée en tout cas. On est d'accord avec... T'es d'accord, c'est effectivement... Tu penses qu'on peut s'orienter vers un risque fort autour de ça? Il y a un risque, il est sous les yeux et je vois des gens autour de moi qui pensent de moins en moins, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas déterministe. Il faut reprendre, je dirais par exemple, réinventer un test de Turing. Non, moi je trouve... il y a plein de chercheurs qui y travaillent, effectivement, pour réinventer des nouveaux tests pour bien évaluer la capacité des IA, finalement. Par exemple, dire la machine sera intelligente si elle est capable de rire d'une blague qu'elle ne connaît pas. Disons, et là, bien sûr... La machine ne rira pas, de toute façon. Elle limitera le rire, au mieux. Ou de rire de ses propres blagues, comme le fait Mick Levy. Oui, ça, je sais faire, oui. Oui, c'est ça. Et donc, l'humour, par exemple, est un marqueur de l'être humain. Donc, je crois que
Je dirais aussi, moi j'aime beaucoup mettre intelligence artificielle au pluriel. Ah oui. Dans la conversation, On le fait aussi. Ouais. j'essaie de ne jamais dire l'intelligence. Je dis toujours les intelligences artificielles. Et c'est devenu un réflexe chez moi. Rien que ça, c'est déjà... parce que si on met au singulier, c'est un peu comme s'il y avait un grand machin. C'est le domaine. C'est ça. Voilà. Quand on le met au C'est le singulier, fameux nous, on désigne le domaine, mais sinon, Oui. effectivement, il n'y a pas d'intelligence artificielle unique, omnipotente, Comme quasi Camille, déique. mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Je crois que mal nommer la technologie, c'est un peu contribuer. Par exemple, une voiture autonome n'est pas autonome, elle est automatique, elle dépend de 1000 trucs. L'autonomie, c'est le droit d'édicter ses propres règles. Une voiture autonome pourrait décider de rouler à du 400 à l'heure. Donc, ce sont des mots, mais mots mal choisis, mais tout est là, dans cette question d'il y a 40 ans de Minsky, qui programme qui? Et effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans le doute. Oui. Alors, justement, dans ce doute-là, peut-être que plutôt que le risque de ne plus penser, de déléguer notre pensée à la machine, est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation de la pensée? On a eu un invité, Tariq Krim, en l'occurrence, qui n'hésite pas à lui à parler de McDonaldisation de la pensée, pour bien désigner en plus Lui aussi, le il a fait le sens de la que formule. ces IA soient très américaines. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas ça finalement le plus gros risque? On le voit sous les yeux, hein, c'est sûr. On commence à voir sur LinkedIn et ailleurs des messages produits par ChatGPT. Et effectivement, il y a du McDonald's là-dedans. Hein. C'est structuré un peu de la même manière et tout. Oui. Mais il faut faire de la résistance. Moi, je pense toujours à France Gall. Elle avait fait deux chansons qui m'avaient marqué. Il y avait deux Résiste. branches. Je ne crois pas que c'est la bonne posture. Mais par contre, elle a aussi fait Résiste. Et J'aime je suis beaucoup très fort cette image-là. dans le résiste. À toute instance, poser des questions. On dit, c'est moi ici qui suis en charge. Hein. Donc, Ouais. Alors, sur ce que je disais tout à l'heure sur penser, selon moi, c'est en avoir la capacité ou les capacités. On voit quand même que tu nous dis, toi tu constates et en plus tu enseignes que les gens autour de toi pensent de moins en moins, donc c'est peut-être le signe qu'on en a de moins en moins les capacités. Je disais également, c'est en avoir les moyens et l'envie. Alors peut-être abordons les moyens. Par moyens, j'entends que penser, c'est aussi avoir une bonne matière première pour pouvoir penser. Or, on vient de l'évoquer là, avec la McDonaldisation. Voilà, le digital a consacré l'ère de ce que certains appellent la post-vérité. Et maintenant, les IA, en plus, amplifient ce phénomène ou ce problème avec des informations, deepfake, hallucinations, etc. Donc, est-ce que on peut encore penser est-ce que c'est encore penser que de se débattre avec le vrai et le faux? Si on prend vraiment une grande distance, moi je vois 4 temps de la pensée. Il y a le premier temps, c'est la mythologie. Donc c'est il y a 2-3 000 ans. Penser, c'était donner des explications abracadabrantes. La pluie, c'est un dieu qui pleurait, etc. Le deuxième moment, c'est c'était beau. Aristote, Platon, les présocratiques, qui dit non, on va essayer de trouver une raison, des arguments, et c'est les débuts de la science. Mais ils étaient dans une posture totalement passive. Le troisième temps, c'est le siècle des Lumières. Ce n'est pas seulement raisonner pour comprendre le monde, mais c'est raisonner pour changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement dans un 4e temps où on garde l'idée de vouloir changer le monde, mais on retourne à la mythologie. Donc, si je faisais une petite matrice comme un consultant que j'ai été, je dirais le risque, il est là. C'est d'avoir maintenant la même idée qu'au siècle des Lumières de changer le monde, un maître et possesseur, etc. Donc ça, on garde, mais on retourne à des principes mythologiques, une absence de raison. Et pour moi, le danger, il est là. On le voit bien d'ailleurs dans le récit technologique, qui est un récit totalement mythologique, qui s'appuie fondamentalement sur le mythe de Prométhée, le mythe du golem, qui ont donné par la suite Frankenstein et les autres, et avec justement ces deux tenants du technosolutionnisme ou de la peur et de l'agitation du chiffon rouge sur la technique va nous dépasser, va nous remplacer, parce que dans les deux cas, vendre de la peur ou vendre de l'espoir, ça fait vendre. Et on se retrouve avec ces idéologies. La peur un peu plus que l'espoir. Hein, oui, d'ailleurs. exactement. En tout cas, les médias adorent ça c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et on se retrouve avec le fameux Tescril, dont nous avait parlé notre Louis de Diesbach, presque national, on t'embrasse, avec toutes ces idéologies qui sont portées et qui infusent chez ces grands patrons de la tech. Donc toi, tu nous dis, l'héritage du siècle des Lumières, ce sont aujourd'hui ces grands industriels qui veulent eux aussi, dans leur récit du moins, nous vendre l'idée qu'ils vont changer le monde, mais en faisant appel
à des réflexes et à des codes mythologiques, et ils remettent les mythes sur le devant de la scène. Donc c'est quoi? C'est un écran de fumée, où on est dans une société, dans une époque où aujourd'hui, comme il n'y a plus fondamentalement de croyances, de religion, etc., la technique devient la nouvelle religion, en tout cas portée par ces industriels. Ce qui est de l'ordre du mythe. Parce que la référence à la religion, même Trump fait souvent référence à la religion. Ah bah oui, ils se Et font donc, envoyer par je dirais, ces 4 temps m'obsèdent parce que j'ai vraiment l'impression qu'on entre dans le 4e moment. La volonté de changer le monde qu'on a hérité des Lumières, mais à une marche arrière inouïe dans la manière de penser, puisqu'on est de nouveau dans le croire à et pas dans le croire que, qui était proposé par les Un grand philosophes. écart. Alors, à propos du croire à, certains n'hésitent pas à dire que le vieil axiome de saint Thomas, le voir pour le croire, pourrait exploser pour la première fois de l'humanité, puisqu'on est en capacité à générer des photos plus vraies que nature, de faits qui n'ont absolument pas existé avec les deepfakes, et maintenant même de vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'effectivement c'est la première fois de l'humanité que cet axiome est en risque? Et où ça pourrait nous mener quand à l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité? Mais voilà, de nouveau, le faux n'est pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est que Non. bon, il y a C'est toujours l'échelle du faux là qui est des nouvelle. faux tableaux et des faux. Mais aujourd'hui, le faux atteint la perfection. Et donc, oui, là, saint Thomas, il doit faire une mise à jour de sa thèse, là. Hein. Donc, effectivement. Mais c'est toute la relation au monde. Je dirais, les astronomes au Moyen-Âge, ils regardaient le ciel avec une lunette et, je sais pas moi, les biologistes utilisaient un microscope. Aujourd'hui, ni le biologiste, ni l'astronome ne regarde le ciel, ni les molécules, il regarde un écran. Donc, il y a une espèce de couche modélisante au milieu. est un médium qui s'est insinué partout en fait. Parce que la réalité virtuelle, bon, c'est vraiment l'oxymoron avec un grand O. Enfin, disons, c'est pendant clair. 1000 ans, on a opposé le réel et le virtuel. Aujourd'hui, on les plaque l'un à côté de l'autre. Donc, c'est pour montrer le choc, il est important. Mais je reste fondamentalement optimiste. Moi, je crois qu'il y a des tas et la question digitale là, que tu as posée il y a une demi-heure, je crois que le bilan peut être positif. Rien que dans l'éducation. Moi, je suis assez en contact avec des étudiants africains. Ça change leur vie. Ça change leur vie. L'accès à l'information, bien sûr. Mais La bien connaissance. sûr, mais bien sûr, qui contrôle? Hein? Qui contrôle? C'est autant il est utile de parler du digital. Je crois qu'il est encore plus utile de dire, mais qui contrôle le digital? Parce que ces entrepreneurs dont on parle beaucoup, qu'on peut maintenant qualifier d'oligarques, parce que en fait, Trump a créé autour de lui un système qui ressemble à celui de Poutine. Mais ces entrepreneurs, bon, et on peut éventuellement dire que c'est des grands entrepreneurs, mais ils sont libertariens. Et ils sont transhumanistes. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Le libertarien considère que l'État doit disparaître. C'est ce qu'ils s'emploient à faire. C'est ce qu'ils s'emploient à faire actuellement avec le fameux Doge. Un algorithme est plus utile et plus efficace pour gérer une administration que n'importe quoi d'autre, surtout s'il le programme lui-même. Hein. Donc. Alors justement, ça c'est intéressant parce que je voulais te citer un de nos anciens invités qui est passé tout récemment, Antonio Casilli, qui lui écrivait il y a quelques années de ça déjà, il disait « Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a que la décision de quelqu'un d'autre ». Un peu comme cet adage, le cloud n'existe pas, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, dans cette idée qu'on confie à des algorithmes qui sont supposés être plus, je dirais, rigoureux et plus fiables, entre guillemets, que nous, et entre guillemets, neutres, pas du tout, c'est la décision de quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'on arrive dans ce triptyque capacité, moyen, envie de penser, au meilleur peut-être, à l'envie, justement. Hein, donc on l'a dit tout à l'heure, tu l'écris, une intelligence ne peut être artificielle, il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel, et je continue de te citer, c'est l'infidélité qui conduit au talent. Tu invites donc à une prise de distance face aux règles, une forme de lâcher-prise indispensable à l'action. Est-ce que c'est ça qui peut nous sauver en vrai? C'est-à-dire ce goût de penser parce que on s'affranchit des règles, on goûte un petit peu le danger, parce que c'est un peu se mettre en risque de penser, et encore plus de partager ses pensées, je crois. Et je crois que c'est plus dangereux de ne pas s'affranchir des règles. C'est justement toute la distance aux règles. Comme dit Umberto Eco, traduire une langue dans une autre, c'est dire presque la même chose dans une autre langue. Et les règles, le plus bel exemple, c'est la grève du zèle. Moi, j'ai toujours ça formidable. Pour paralyser un système, on va travailler parfaitement.
ben, il y a un problème quelque part. Donc, la grève du zèle, c'est ça, c'est respecter les règles complètement. Et donc, si les systèmes fonctionnent, c'est parce qu'on ne respecte pas 100% les règles. La grève du zèle est assez terrible. Et on est dans cette situation. Moi, si je retiens 2 mots de tout, c'est lâcher prise. Tout est là. La capacité, le désir, la volonté, la compréhension de l'importance du lâcher prise. Voilà, et là, c'est là que tout se joue. Un patron, moi je suis dans l'entreprise, mais un patron qui lance une stratégie, à un moment donné, il lâche prise, il dit j'y vais, Oui. j'y vais. Parce qu'il ne peut pas y avoir une certitude que la stratégie. Et ce qu'il y a de mieux, de toute façon, une stratégie, c'est une simplification, puisque ça n'échappe pas à la règle dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, et on va terminer sur ces mots, et je peux pas résister, je suis désolé, encore une fois, à lire un Fais-toi plaisir. C'est l'envie. de ce livre merveilleux que je vous invite à lire vraiment de Luc. Prenez l'intelligence humaine et enlevez-lui la capacité de discerner le bien du mal, le sens de l'humour, le doute, l'intuition, la conscience de ce qu'elle fait, l'intention, les oublis, les états d'âme, le souci esthétique, la volonté, la joie de trouver et la tristesse d'échouer, la capacité à écouter l'autre, à lâcher prise, à surmonter les paradoxes ou à trouver des analogies inédites. Si vous retirez tout cela à l'intelligence humaine, il ne restera pas grand-chose. Eh bien, c'est pour ce pas grand-chose qu'une intelligence artificielle est utile. Je crois que ça résume bien toute notre discussion. Luc, un énorme merci de nous avoir rejoints dans Trench Tech. Luc, c'était passionnant. Je prends toujours beaucoup de plaisir à tous nos épisodes, mais celui-là avait un plaisir particulier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et pour vous qui nous écoutez, on vous invite à réécouter notre épisode avec Serge Tisseron, Cyberpsychologie, notre identité en question, saison 2, épisode 8. C'est vrai qu'il y a une fraternité de pensée. Voilà, pour continuer d'interroger l'impact de notre rapport au digital sur notre rapport à nous-mêmes et aux autres, cette fois. Mais il y a effectivement ce lien, d'où cette invitation. Merci pour cet échange, Luc. Je rappelle donc tes 2 derniers ouvrages. Petite philosophie, je le remonte, petite philosophie des algorithmes sournois. Non, quand j'aime bien, je partage, voilà. Qui est paru en 2023. Alors les infoducs que tu nous montres. Depuis 40 ans. Voilà, celui-là on le trouvera plus. Tant pis. Et The Art of Thinking in a Digital. J'y arrive pas. The Art of Thinking in a Digital World. Voilà, c'est mieux. Paru en 2024. On te retrouve également dans l'Écho, le quotidien belge, où on retrouve également très régulièrement notre ami Louis de Disbach. Et on peut te suivre sur LinkedIn. Mais vous qui nous écoutez, restez encore 5 minutes avec nous. Mick et moi-même allons débriefer de ce super épisode. À tout de suite. Merci Luc, au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Résiste, prouve que tu existes. Voilà, il a dit qu'il préférait cette chanson à des branches. À des branches. Ouais. Mais ça, c'est pas faux. C'est moi, j'aime pas aussi. faux. Hein, ça va bien avec ce qu'on essaie de faire dans Trench Tech depuis avec le plus de 2 ans aussi. maintenant, et ça va bien avec le personnage de Luc. Moi, il y a un truc, je suis trop content. Je voulais absolument une réponse. Je m'attendais pas à une réponse aussi claire et nette. Est-ce que le bilan du numérique est positif ou négatif? Ça me donne de l'espoir. Il dit au global positif, et il a répondu sans détour. Sans détour. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut en douter? Est-ce que nous, on en doute? Est-ce que chez Trench Tech, on est technocritique au point de penser que le numérique est que négatif? On est techno-objectif, si on voulait être bien sûr, précis. Dans nos positions, on va dire, quasi politiques, mais moi, je me prends très souvent à penser. Et ça fait. Et il faut continuer de le faire. Est négatif. Je me pose la question, est-ce que le bilan est négatif ou positif? Est-ce que mes parents, il y a 50 ans, non, je suis pas si vieux que ça. Est-ce que mes parents vivaient pas plus heureux finalement, sans les smartphones, sans Internet? Alors là, tu vois, tu me fais plaisir parce que ça va nous amener ailleurs que dans le débrief, ça. Non, mais ça me fait... Oui, c'est possible. Mais non, mais ça me fait penser encore une fois à Michel Serres que Luc a connu. Il a travaillé avec Michel Serres d'ailleurs, et qui lui disait les vieux papas ronchons qui ne cessent de dire que c'était mieux avant. Non, c'est ça. En fait, le bilan reste positif. En revanche, ça ne nous exonère pas d'être lucide et d'ouvrir les yeux sur tous les problèmes que ça charrie. Et Luc nous l'a dit, à une vitesse qui est considérable. Luc, je crois que c'est ça qui est le plus marquant finalement. Sans lui faire offense, Luc, il nous a expliqué quand même qu'il a appris l'informatique, il n'avait pas d'ordinateur. Donc ça remonte à longtemps. Et il nous dit, il a vu des choses, il a de l'expérience. Oui. Bon, et il nous dit, je n'ai jamais vu ça. Ça va très vite. Il n'a pas dit ça va trop vite, il dit ça va très vite. Donc, comme si jamais ça allait conscience de ça maintenant et qu'on s'en empare. Il y a dit des choses intéressantes aussi qui me bousculent pas mal. Une mémoire infinie nous empêcherait de penser. Et là, finalement, est-ce que c'est pas un peu le risque auquel on pourrait aller aussi? On l'a pas trop interrogé là-dessus, mais avec le numérique qui a créé une mémoire infinie, qui emmagasine toutes les données, qui met tout en données. Et en plus, avec l'IA,
qui non seulement se souvient de tout, mais peut accéder à un ensemble très 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 large d'informations pour l'activer. Ouais, moi ça m'évoque ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que en gros pour penser, il y a des règles d'une certaine manière qui sont tacites. Bon, et il nous dit quand on pense penser, finalement on simplifie les choses. C'est quasiment c'est par nature ou by design comme diraient certains. Et il nous dit aussi. En revanche, il faut un lâcher-prise par rapport à un certain nombre de règles, notamment les règles qui nous sont données, le cadre qui est donné par l'informatique, par les algorithmes. Et il dit qu'il n'est pas raisonnable de vouloir être 100% rationnel. Il faut un lâcher-prise. Il n'est pas rationnel de vouloir être 100% rationnel. Parce qu'il a le sens de la formule, Luc, on a pu l'apprécier. Il est bon. Et je pointe juste ce point-là, c'est qu'il travaille au BCG. Il conseille des leaders en entreprise et lui-même dit que l'art de la décision consiste aussi dans ce lâcher-prise, dans cette capacité à un moment donné à prendre une décision avec la stratégie d'entreprise même. En s'appuyant sur des choses rationnelles, et on peut s'appuyer sur l'outil informatique et sur l'IA entre autres, mais il faut à un moment donné se détacher de ça. Et ça, je le mets en perspective de ce que nous disait Olivier Sibony à la fin d'un épisode quand on lui avait dit, mais à la fin, est-ce que le final cut, il vaut mieux que ce soit l'humain qui l'ait ou pas? Et lui nous avait dit, il y a les biais et il y a le bruit. Est-ce que tu accepterais finalement de confier ton enfant à un chirurgien ou à un juge qui, lui, de 6 mois à 6 mois d'intervalle, ne jugerait pas de la même manière, là où la machine, elle, n'est pas bruitée et jugera toujours de la même manière? On aurait pu faire un épisode avec les deux, ce serait intéressant. C'est clair, il faudrait faire des épisodes croisés avec des invités. Il disait aussi quelque chose de très chouette. Il disait qu'il ne croit pas à la fable de c'est un outil, donc l'IA, ça va dépendre de ce que tu vas en faire, et que l'IA n'est pas neutre non plus. Et en fait, il dit il y a les deux aspects. C'est en même temps. C'est l'IA qui vient à la fois être qui peut être utilisée de façon positive et négative, mais la grande question, ou qui va apporter des choses positives et négatives en même temps, mais il dit finalement la grande question et le point de maîtrise qu'il faut chercher à avoir, c'est le qui contrôle l'IA. D'où ça vient. C'est pas, il faut accepter que ce soit là, ça fait partie de nos vies, il semble nous dire, et c'est se lâcher prise. Maintenant, qui contrôle? C'est le qui contrôle auquel il faut particulièrement s'intéresser pour comprendre ce qu'il y a derrière finalement. Et le qui contrôle, quand on l'interroge sur ce point, tout simplement, moi j'ai l'impression qu'il nous invite à ce que ce soit nous évidemment qui contrôlions, mais qui reprenions le contrôle. Et peut-être que la première façon de reprendre le contrôle, c'est tout simplement de penser notre usage de ces outils au quotidien quand on les prend en main. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur l'impact du digital sur l'évolution de nos modes de pensée. Alors on espère que cet épisode avec Luc de Brabander vous a autant donné matière à penser, qui nous a enthousiasmé à enregistrer pour vous. Et surtout, nous espérons qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de lever un pouce, ou mieux encore, de partager cet épisode autour de vous. Ça donne du sens à ce que nous faisons, à notre engagement. Et vous, ça vous prend quelques secondes. Et puis tiens, pour nous quitter, j'ai envie de vous laisser méditer sur ce qu'écrit André Comte-Sponville dans Le plaisir de penser. En rencontrant sur son chemin les écrits de tel ou tel philosophe, on pensera mieux, plus fort, plus profond. Mais encore faut-il, comme l'écrit Kant, que l'on considère cet auteur non pas comme le modèle de jugement, mais simplement comme une occasion de porter soi-même un jugement sur lui, voire contre lui. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur les réseaux sociaux. Et à bientôt.